vous proposer un exercice. Moi, je vais faire un exposé relativement long. Et puis ensuite, Monsieur Nobuko, s'il le veut bien, fera une déclaration ou un exposé. Et ensuite, nous vous donnerons la parole pour poser des questions, faire des réflexions, des commentaires, avant que nous nous séparions. Urgence panafricaniste, le franc CFA, beaucoup de gens abordent la question en se focalisant sur le franc CFA. Moi, je vais vous inviter à aller au-delà. Le franc CFA, c'est juste un produit. C'est le produit d'une organisation qui s'appelle la zone franc. Et la zone franc est une zone monétaire. Au lieu de regarder le fils, remontons aux parents, au père, pour voir comment le père s'est arrangé pour produire un enfant pareil. Donc, au lieu d'étudier ou de parler du franc CFA, parlons de la zone monétaire et vous comprendrez comment la famille est organisée. À partir de là, peut-être que les idées de sortie vous seront plus claires. Parce que sortir du franc CFA, ça ne paraît pas évident pour tout le monde, mais sortir d'une zone monétaire, ça peut mieux se percevoir. La zone monétaire, qu'est-ce que c'est d'abord? Il faut le savoir. C'est, pour faire simple, c'est un groupe de pays qui se réunit autour d'une monnaie pour défendre leurs intérêts, les intérêts des membres de ce pays. On choisit en général une monnaie relativement forte et on s'installe autour, et cette monnaie est organisée de telle façon que tous les pays autour gagnent quelque chose là-dedans. Et aussi bien économiquement que financièrement, on se protège contre les concurrents. On se barricade un peu entre nous et puis il y a les autres. Quand c'est entre nous, il y a les règles qui sont valables et puis par rapport aux autres, on définit aussi des règles. L'idée a germé, elles ont toujours existé, hein, les zones monétaires, depuis, mais l'idée moderne a germé après la crise de 1929. L'emploi baissait, la croissance baissait, le chômage grandissait et les grands pays coloniaux se sont dit, tiens, peut-être qu'il va falloir dans cette ambiance-là protéger notre chasse gardée. Et il n'y a pas que la zone franc là-dedans, il y a la zone escudo, autour de l'escudo du Portugal, il y a la zone sterling autour du pound des Britanniques, et la livre sterling. Il y a la zone euro aujourd'hui autour de l'euro que vous connaissez, il y a la zone dollar, et puis à côté il y a la zone franc. Comme il y a plusieurs zones comme ça, regardons un seul des exemples, la zone sterling, pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Après 1929, le Royaume-Uni s'est rendu compte que l'Empire britannique mérite d'être protégé économiquement, et c'est un empire costaud, il y a plus de 80 pays là-dedans, dispersés sur tous les continents, et cet empire-là va organiser la zone sterling, regroupée autour du sterling. Mais chaque pays de la zone sterling a sa propre monnaie. Les pays entre eux ont des échanges avec ces monnaies qui peuvent flotter, fluctuer, mais par rapport au sterling, les relations sont fixes. Et le sterling fait un peu fonction de la maman de toutes ces monnaies, disons petites monnaies, et tous les pays membres déposent leurs avoirs extérieurs à Londres, gérés par la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, pour protéger la valeur du pound. On dépose là-bas. Il n'y a aucun, dans la tradition britannique, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de convention signée, il n'y a pas d'accord entre la couronne d'Angleterre et puis tous ces pays. Mais c'est le common law, c'est une tradition, on sait ce qu'on doit faire. Chaque pays contribue. Aucune règle n'impose à différents pays d'envoyer 10%, 20%, 30% ou 80% de ces avoirs, de cette devise.
Mais chacun sait que quand on a des devises, il faut en envoyer à la Banque d'Angleterre, parce qu'après, quand on veut acheter à l'extérieur, nous on a le sterling, mais si on veut acheter du matériel, des pièces de rechange au Japon qui a du yen, ou aux États-Unis qui a du dollar, il faut bien que nous trouvions du dollar pour payer. À ce moment-là, la caisse commune qui se trouve à la place de Londres sert à payer nos fournisseurs. Et on prend ces dollars-là dans la caisse commune qui est là-bas. Certains pays contribuent beaucoup, d'autres moins, à tel point qu'un pays comme l'Égypte, qui contribuait, mais ne contribuait pas autant que souhaité par les Britanniques. Et quand la question lui a été posée, bon, il faut mettre un peu plus là, parce que vous en avez un peu plus, vous ne déclarez pas tout, vous cachez certains chiffres. Bon, les Égyptiens n'ont pas voulu, et puis plus tard, ils ont même décidé de sortir de la zone et puis d'aller se débrouiller. On peut sortir, et il n'y a pas de palabre qui suit. Et le cas de l'Afrique du Sud, qui était le plus gros producteur d'or, les Britanniques, les Sud-Africains déposaient de gros stocks d'or là-bas, et puis à un moment, ils ont commencé à conserver l'or sur eux. Les Britanniques n'en ont pas fait une guerre. Ils ont simplement expliqué aux Sud-Africains, bon, gardez votre or pour vous, mais faites-nous crédit de 80 millions de pounds d'or là, pour que nous puissions continuer, mais vous êtes toujours membres. Donc il y a des arrangements, c'est souple, on ne lui donne pas de cocotas parce qu'il n'envoie pas leur or, on ne lui donne pas de sanctions, mais on discute, on négocie dans la pure tradition britannique. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale passe, ces pays-là sont vraiment bien constitués en zone monétaire. Si vous les regardez, il y a une sorte d'égalité entre eux, l'un vaut l'autre, tout le monde, il n'y a pas un chef et puis des subalternes, on est tous regroupés autour du pound, la Grande-Bretagne gère, la place financière de Londres gère, nous y avons tous accès, chaque membre est pareil que l'autre, les relations sont relativement souples. Et puis, vous regardez les pays, une longue liste de pays, avec l'Australie, vous voyez l'Irlande, l'Islande, la Jamaïque, le Malawi, le Soudan, l'Irak, le Koweït. Tous ces pays-là sont dans la zone. Et puis, il y a même des pays africains, vous les voyez, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, sont tous là-dedans. Ils ne sont soumis à aucun traité, à aucun accord de coopération, mais ils savent qu'ils sont dans une zone qui protège leurs intérêts. En 1949,